À ma fête d'anniversaire de mes 18 ans, mes parents m'ont mis à la porte. N'ayant nulle part où aller, sans abri dans la rue, je glissais tout de même quelques billets chaque soir à la vieille dame frêle assise tranquillement au coin de la rue. Ce jour-là, alors que je me baissais comme d'habitude, elle m'a soudainement saisi la main et a chuchoté « Ne dors pas dans la rue ce soir, prends une chambre d'hôtel. Demain, je te montrerai quelque chose d'important. » Ici en Slade-Roubarn. Le soir de mes 18 ans, j'ai soufflé les bougies d'un gâteau bon marché acheté au supermarché, tandis que ma belle-mère claquait une pile de papier sur la table à manger de notre maison à Wichita. Signe ça tout de suite, ou part pour toujours, a aboyé Kimberly Brooks, en pointant son doigt sur la vieille copie du trust. 1,4 million de dollars, ce n'était pas prévu pour une petite morveuse comme toi. Cet argent appartient à cette famille. Mon père, Richard Carter, se contentait de fixer le sol. Mon demi-frère, Colton, s'est adossé à sa chaise et a souri narquoisement, comme si Noël était arrivé en avance. Je n'ai pas signé. 10 minutes plus tard, j'étais sur le trottoir avec un seul sac à dos. Un vent de -7 degrés transperçait mon sweat à capuche, et la porte d'entrée était verrouillée derrière moi. J'ai quand même emprunté le même chemin que je prenais depuis des mois. Le même coin sombre. La même vieille dame, enveloppée dans un manteau fin, assise tranquillement sur des cartons aplatis avec une tasse en étain devant elle. Comme chaque soir, j'ai fouillé pour trouver mon dernier billet de 5 $ et je l'ai glissé dedans. C'est alors que ses doigts secs se sont refermés sur mon poignet avec une force surprenante. Elle m'a tiré vers le bas et a chuchoté, les yeux écarquillés de terreur. Écoute bien, mon enfant. Ce soir, tu ne dors pas dans la rue, ni dans le parc. Nulle part où ils t'attendent. Trouve un motel pas cher, paie en espèces, verrouille la porte. Demain matin, reviens ici. J'ai quelque chose qui te sauvera la vie. Bienvenue dans mon histoire. Si vous avez déjà été trahi par les personnes censées vous aimer le plus, restez jusqu'à la fin. Mettez un j'aime si vous regardez ça depuis un endroit froid ce soir, commentez votre ville ci-dessous, et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies de drames familiaux et de vengeance, chaque jour. Je me tenais tremblante sur le trottoir sombre de Wichita, fouillant mon sac à dos pour trouver les derniers billets froissés qu'il me restait. 127 $, gagnés en faisant la plonge au restaurant tout l'été. C'était tout. C'était tout ce que j'avais. Le vent traversait directement mon sweat, faisant chuter la température à -7. J'ai marché vers l'est sur Kellogg, jusqu'à ce qu'une enseigne au néon rose clignotant attire mon attention. Starlight Motel, chambre libre. Le réceptionniste n'a jamais levé les yeux de son téléphone alors que je glissais 38 $ sur le comptoir. En espèces, pas de carte d'identité, pas de questions. La chambre douce sentait la vieille fumée et l'eau de javel, mais le verrou fonctionnait, et la fenêtre fermait bien. J'ai gardé mes bottes, je me suis recroquevillé sous la fine couverture, portant toujours mon manteau, et j'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le lendemain matin, je suis retourné directement au coin de rue. Madame Evelyn était déjà assise sur son morceau de carton habituel, sa tasse en étain devant elle, son manteau serré contre elle. Je me suis accroupi. Tu savais que quelque chose allait arriver ce soir-là. Comment? Elle m'a étudié pendant un long moment. Appelle-moi Madame Evelyn Rose Harlan. Je te surveille, mon enfant. Les gens dans cette maison veulent vraiment te voir partir. Je lui ai tout raconté. Le trust. La façon dont Kimberly agitait la vieille copie en criant que si je n'obtenais pas l'argent, il finirait quand même par revenir à mon père. Comment elle était convaincue que cela appartenait à la famille. Madame Evelyn a écouté sans m'interrompre, puis a hoché la tête comme si elle avait entendu la même histoire 100 fois auparavant. Cet après-midi-là, je suis entré dans une station-service ouverte 24h24 près du parc et j'ai supplié le gérant pour n'importe quel poste libre. Il m'a embauché sur le champ comme caissière de nuit. 10 $ de l'heure en espèces, pas de papier. Le premier vrai salaire n'arriverait pas avant 2 semaines, mais j'avais besoin de quelque chose maintenant. Les nuits ont pris un rythme. Pointer à 23h, laver les sols, remplir les rayons, encaisser les camionneurs et les jeunes sortant de boîte jusqu'à 7h du matin. Je vivais de nouilles à 99 centimes et de beignets de la veille pris dans le rayon des rabais. À chaque service, je mettais de côté 5, parfois 10 $. Quand le soleil se levait, je marchais jusqu'au coin de la rue et je les glissais dans la tasse de Madame Evelyn. Elle ne demandait jamais d'où ça venait, elle pressait juste mes doigts froids entre les siens, secs, et disait « merci ». Certaines nuits,
une forte odeur chimique dérivait depuis le parc, comme si quelqu'un avait renversé un réservoir entier d'essence. Je me disais que c'était juste la station-service d'en face. J'étais trop fatigué pour réfléchir davantage. Puis un matin, après avoir fait un double service parce que quelqu'un s'était porté malade, j'ai coupé par le parc comme toujours. Du ruban jaune bloquait chaque entrée. Les camions de pompiers étaient partis, mais l'odeur d'essence et de plastique fondu planait, épaisse. Chaque banc sur lequel j'avais l'habitude de dormir quand l'argent du motel manquait était noirci et tordu. Le coin exact où je cachais mon sac à dos sous une bâche n'était plus que cendre, avec un sac de couchage brûlé que quelqu'un d'autre avait laissé derrière. 2 enquêteurs prélevaient des échantillons sur une bouteille en plastique roussi, avec un chiffon encore coincé dans le goulot. L'un d'eux a dit à son partenaire qu'ils avaient 2 traces claires de déversement et une empreinte de chaussure dans l'herbe humide. Je suis resté là, fixant la destruction, l'estomac noué si fort que je pensais que j'allais vomir directement sur le trottoir. Ces bancs étaient mon plan de secours. Quelqu'un venait de s'assurer que je n'avais plus nulle part où aller. J'ai ralenti le pas au moment où les lumières rouges et bleues ont commencé à clignoter contre les bancs brûlés. Toute la partie nord du parc était bouclée par du ruban jaune qui claquait au vent. 2 enquêteurs incendies en veste bleu marine étaient à genoux, grattant de la suie dans des bocaux à preuve, tandis qu'un autre officier photographiait la bouteille d'eau à moitié fondue. L'air avait un goût d'essence et de plastique fondu. Une Honda argentée familière a crissé des pneus en s'arrêtant sur le trottoir. Lorraine Marie Evans a bondi dehors, son tablier de serveuse flottant au vent, les yeux écarquillés. Ansley, j'ai sillonné ces rues chaque matin à ta recherche. Elle a tendu la main vers moi. J'ai reculé d'un pas, je gère la situation, ai-je dit. Tu appelles ça gérer? Elle a fait un geste vers la destruction. Monte dans la voiture. Tu viens à la maison avec moi. J'ai secoué la tête. Je ne peux pas t'entraîner dans. Peu importe ce que c'est. Elle a ouvert la bouche pour protester, mais je m'éloignais déjà. Ce soir-là, après avoir essuyé les comptoirs et réapprovisionné les boissons énergisantes jusqu'à ce que mes doigts sentent le nettoyant aux agrumes, je suis allé directement au coin de la rue. Madame Evelyne était déjà là, son manteau serré contre le froid. Je me suis accroupi à côté d'elle. Tu savais que quelque chose se préparait le soir où j'ai été mise à la porte. Comment? Elle a tapoté le carton. Assieds-toi. Je me suis assise. Elle a baissé la voix. Il y a 3 semaines, j'ai remarqué le même gamin qui tournait autour de ce pâté de maison presque chaque nuit. Des baskets chères, une belle veste, il ne donnait jamais un centime. Il se contentait de te regarder compter ton argent, de regarder où tu marchais. J'ai déjà vu ce regard. C'est le regard de quelqu'un qui planifie quelque chose de sinistre. Elle a plongé la main sous ses couches de vêtements et a pressé une minuscule clé USB noire dans ma paume, accompagnée d'un morceau de papier plié. Le papier portait 2 mots écrits en lettres majuscules tremblantes, regarde seul. J'ai acheté une caméra solaire pas chère au mont-de-piété, a-t-elle chuchoté. Je l'ai montée haut sur le lampadaire de l'autre côté de la rue. Elle tourne depuis la première fois que je l'ai vue. Quoi qu'il y ait sur cette clé, regarde-le d'abord toute seule. Ensuite, tu décideras de ce qui doit être fait. J'ai refermé mon poing dessus. Pourquoi risquer ça pour moi? Parce qu'il y a 20 ans, mon propre fils a décidé que je valais plus morte que vivante. Personne ne s'est levé pour moi à l'époque. Je suis trop vieille pour me battre. Mais je ne suis pas trop vieille pour te donner l'arme. De retour dans la chambre 12, j'ai verrouillé la porte, traîné la commode devant, et branché la clé sur l'ordinateur portable fissuré. Un seul fichier. J'ai cliqué sur lecture. Des images en vision nocturne, horodatées d'il y a 4 nuits. 2 silhouettes sont entrées dans le cadre, portant des bidons en plastique rouge. Le plus grand a posé le sien, a sorti un téléphone et a incliné l'écran vers la lumière. Colton Brooks, mon demi-frère, souriant comme si tout cela n'était qu'une blague. Il s'est tourné vers son ami. On finit ça avant vendredi. Elle signe à la banque la semaine prochaine, et cet argent lui sera bloqué pour toujours. Après ça, pas de seconde chance. Son pote Harry a dévissé le bouchon et a commencé à éclabousser du liquide sur chaque banc où je dormais à tour de rôle. Colton l'a rejoint, s'assurant que le coin exact où je cachais mon sac à dos soit complètement imbibé. Il a regardé droit dans son propre téléphone et a dit « un problème en moins ». Puis il a craqué l'allumette. J'ai regardé la vidéo 3 fois complète,
le cœur battant si fort que j'étais sûr que les voisins pouvaient l'entendre. Chaque seconde était une preuve. Chaque mot était une condamnation à mort. Je suis resté figé sur le bord du lit du motel, les mains tremblant si fort que le gobelet en plastique vide a glissé de mes doigts et s'est fissuré sur le carrelage. La vidéo tournait toujours sur l'écran brisé de l'ordinateur. J'ai ramené la barre de progression à la seconde exacte où Colton avait incliné son téléphone vers le lampadaire. Le fil de discussion brillait vivement contre son visage. Le nom de l'expéditeur en haut indiquait « Kimberly Brooks, ma belle-mère ». Le dernier message, envoyé 19 minutes avant qu'il ne craque l'allumette, était impossible à mal interpréter. La clause du trust est claire. Si elle ne le réclame pas avant la date de signature, chaque dollar revient directement à ton père. Fais ça vite et proprement. Pas d'erreur cette fois. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Il n'essayait pas de me faire peur pour que je quitte la ville. Il croyait sincèrement que si je disparaissais avant de signer à la banque, l'argent redeviendrait automatiquement celui de mon père. Ils avaient tort, mais ils étaient prêts à m'assassiner pour cette erreur. Ma poitrine s'est serrée si fort que je ne pouvais plus respirer. J'ai tâtonné pour prendre mon téléphone et j'ai composé le seul numéro en qui j'avais confiance. Lorraine a répondu à la première sonnerie. Où es-tu? Chambre 12. Viens maintenant. Ne t'arrête pour rien. Elle était à ma porte en moins de 15 minutes, portant toujours le même tablier du restaurant. J'ai verrouillé la porte derrière elle, traîné à nouveau la commode devant, et appuyé sur lecture sans explication. Nous avons regardé le tout dans un silence total. Quand le rire de Colton a résonné dans la petite pièce, la main de Lorraine a volé à sa bouche. Quand le SMS de Kimberly a rempli l'écran, elle a saisi le bord du lit comme si elle allait tomber. « C'est ton demi-frère » a-t-elle chuchoté. « Et c'est ta belle-mère qui lui donne des ordres. » Elle a fixé l'image figée, puis moi. « Il pense que te tuer servira l'argent à ton père sur un plateau d'argent. » C'est ce que dit la vieille copie qu'ils ont volée dans le coffre de grand-père, ai-je réussi à dire. Ils n'ont jamais vu la version mise à jour. Les yeux de Lorraine se sont durcis. Nous apportons ça directement à la police demain matin. Pas de discussion. J'ai à peine dormi. Chaque grincement devant la porte ressemblait à des pas. Vers l'aube, je me suis glissé dehors et j'ai marché jusqu'au coin de la rue. Madame Evelyne était déjà là, enveloppée dans le même manteau délavé. Je me suis accroupi à côté d'elle. Tu m'as sauvé la vie. Elle a secoué la tête lentement. Pas encore. Mais j'ai reconnu le regard sur le visage de ce garçon il y a des semaines. Le même regard que mon propre fils avait le soir où il a décidé que je valais plus morte que vivante. Je n'allais pas laisser l'histoire se répéter sous mes yeux. Comment as-tu su qu'il fallait installer la caméra? J'ai eu un pressentiment le soir où tu m'as parlé de ce trust pour la première fois. L'avidité rend les gens stupides, mais elle les rend aussi prévisibles. Je dors d'un œil ouvert depuis 20 ans. Je me suis dit qu'il était temps que ça serve à quelqu'un d'autre. Elle a pressé ma main une fois, chaude et stable. Tu fais ce que tu as à faire maintenant. Je serai toujours juste là. Lorraine m'a attrapé le bras dès que je suis rentré dans la chambre. On part dans 5 minutes. Je me suis porté malade au resto. Ça se termine aujourd'hui. Lorraine a fait marche arrière pour sortir du parking du motel avant même que le soleil n'ait dépassé les toits, et a conduit directement au poste central de la police de Wichita sur South Market Street. Nous avons franchi les portes vitrées alors que le hall était encore à moitié vide. Le sergent de bureau a jeté un coup d'œil à mon visage et nous a fait passer sans un mot. L'inspecteur Anthony Moral nous a rencontrés dans une petite salle d'interrogatoire au mur gris, avec une table boulonnée au sol. Il avait la quarantaine, les cheveux poivre et sel, et des yeux calmes qui ne manquaient rien. J'ai posé la clé USB noire sur la table. C'est une vidéo de mon demi-frère versant de l'essence dans le parc où je dors. Ma belle-mère lui a dit de le faire. Il a inséré la clé dans son ordinateur sans commentaire et a lancé la lecture. La pièce est restée silencieuse, à l'exception de la voix de Colton sortant des haut-parleurs, se vantant des délais et de l'argent. Quand le SMS de Kimberly a illuminé l'écran, Moral a mis en pause, s'est penché et l'a lu 2 fois. Puis il m'a regardé. Vous avez le document du trust? J'ai glissé la copie pliée sur la table, les mêmes pages que Kimberly m'avait agitées au visage le soir où elle m'avait mise à la porte. Il a scanné la clause. Elle adorait citer celle sur les fonds revenant à mon père si je ne les réclamais pas. Moral a hoché la tête une fois. Restez là.
Ils nous ont gardé la majeure partie de la journée. D'abord, un technicien a confirmé que la vidéo n'avait pas été montée et que les métadonnées étaient intactes. Ensuite, ils ont passé le visage de Colton dans le système. La photo de son permis de conduire est apparue instantanément. Un autre inspecteur a amené l'ami de la vidéo moins de 2 heures plus tard. Le gamin a rapidement demandé un avocat, mais a quand même donné une déclaration écrite admettant qu'il avait été payé $200 pour aider à donner une leçon à quelqu'un. En fin d'après-midi, Morale est revenu. Nous en avons assez pour un mandat d'arrêt. Tentative d'incendie criminel aggravé, ça entraîne une lourde peine au Kansas. On va le chercher ce soir. Lorraine m'a conduite à son appartement pour que je ne sois pas seul. À minuit 47, mon téléphone s'est allumé avec le numéro de Morale. Colton Brooks est en garde à vue, a-t-il dit, la voix calme. Les agents en uniforme sont arrivés à la maison de North Woodlawn il y a 20 minutes. Il a essayé de s'enfuir par l'arrière, mais nous avions encerclé le jardin. Il ne parle pas encore, mais les preuves sont accablantes. J'ai demandé des nouvelles de Kimberly. Elle est arrivée 10 minutes plus tard en hurlant. Elle disait que tout ça était une erreur. Elle avait déjà un avocat en numérotation rapide, le meilleur cabinet pénal de l'État. Le juge a accordé la liberté sous caution avec des conditions, bracelet électronique, ordonnance de non-contact, remise du passeport. Elle est chez elle maintenant, mais le bracelet s'allume si elle s'approche à moins de 150 mètres de vous. Lorraine m'a laissé dormir sur son canapé cette nuit-là. Le lendemain matin, la berline sombre était déjà garée en face de la supérette quand je suis parti pour mon service. La même voiture a suivi la Honda de Lorraine les 2 nuits suivantes. Kimberly portait peut-être un bracelet électronique, mais elle croyait toujours que l'argent finirait par revenir à mon père quoi qu'elle fasse, et elle n'avait pas fini d'essayer. Vendredi matin, l'agent fiduciaire de la First National Bank sur East Douglas m'a appelé alors que j'essuyais le comptoir de loterie entre 2 clients. Mademoiselle Barnes, les papiers finaux sont prêts. Apportez 2 pièces d'identité et venez quand vous voulez aujourd'hui. Une fois que vous aurez signé les documents d'acceptation, la totalité des 1,4 million sera transférée immédiatement sur le compte séquestre que nous avons créé à votre nom uniquement. Pas de co-signataire, pas de dérogation. J'ai dit au gérant du magasin que j'avais une urgence familiale et j'ai pointé plus tôt. Lorraine m'a récupéré dans sa Honda et nous avons conduit jusqu'au centre-ville en silence. Le hall de la banque était frais et calme, le sol en marbre résonnant sous mes baskets. Un bureau privé, une moquette épaisse, un lourd bureau en bois. L'agent m'a expliqué chaque page, formulaires fiscaux, désignation des bénéficiaires, protection contre la fraude, clause de pénalité. Elle a glissé la feuille de signature finale vers moi. C'est tout. Après cette ligne, personne ne peut toucher au capital sans votre consentement écrit, jamais. J'ai signé en sled Drew Barnes à l'encre noire, la main ferme pour la première fois depuis des semaines. Quand le scanner a émis un bip de confirmation, elle a souri. Félicitations. Vous êtes maintenant une jeune femme très riche. Nous sommes sortis dans la lumière aveuglante de midi. Ma nouvelle carte de débit me semblait étrange dans ma poche, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. L'appel a commencé avant que nous n'atteignions la voiture. Un numéro inconnu de Wichita. Puis le nom de Kimberly a clignoté sur l'écran. J'ai laissé sonner 5 fois. Puis un SMS. Nous devons parler en famille. Je peux tout expliquer. Rencontre-moi, s'il te plaît. Je l'ai bloqué. L'inspecteur Morale a appelé 1 heure plus tard, alors que Lorraine nous conduisait pour déjeuner. Votre belle-mère vient de déclencher le périmètre du bracelet électronique à 3 reprises. Elle a engagé un détective privé licencié à Topeka. C'est le même type qui est assis sur le parking de la supérette et devant l'immeuble de Lorraine depuis hier. Nous l'avons repéré sur les caméras de circulation en train de changer de véhicule pour éviter d'être reconnu. Des agents l'amènent maintenant pour interrogatoire. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, les doigts froids malgré la chaleur. Ce soir-là, j'ai travaillé seul pour la fermeture. À 23h03, le dernier client est parti et j'ai verrouillé les portes avant, compté la caisse, éteint l'enseigne néon ouvert. Le parking arrière était presque vide, juste 2 semi-remorques tournant au ralenti sous les projecteurs. J'avais mes clés en main, me dirigeant vers la voiture de Lorraine, quand une Chevrolet Suburban noire est entrée à toute vitesse et m'a coupé la route. La vitre du conducteur s'est baissée. Un homme en coupe-vent sombre s'est penché, le visage à moitié dans l'ombre, et m'a tendu un téléphone sans dire un mot. La voix de Kimberly est sortie du haut-parleur,
basse et venimeuse. Laisse tomber toutes les charges, Ansley. Signe pour transférer l'argent à ton père comme le trust le prévoyait, et tout ça disparaît. Continue de pousser, et la prochaine fois, il n'y aura pas d'avertissement. J'ai reculé jusqu'à ce que ma colonne vertébrale heurte le mur en parpaing. L'homme gardait le téléphone stable, attendant. J'ai sorti mon propre portable de mon tablier, appuyé sur le bouton de numérotation rapide que Moral avait programmé, et l'ai mis sur haut-parleur pour que le type puisse entendre chaque mot. Inspecteur, je suis sur le parking et du magasin ouvert 24h24 sur Kellogg. Suburban noir, plaque du Kansas commençant par Tango 49. Votre messager transmet une menace de la part de Kimberly Brooks en ce moment même. La voix de Moral a coupé instantanément, calme et tranchante. Restez exactement où vous êtes. Unité en route, 90 secondes. Le moteur du Suburban a rugi. Les pneus ont fumé alors qu'il faisait une marche arrière brutale, heurtant une benne à ordures, et disparaissait vers la bretelle d'accès. Je suis resté sous la lumière bourdonnante, le pouls martelant mes oreilles, sachant que le combat venait de passer à un tout autre niveau. Les sirènes ont déchiré la nuit avant même que le Suburban n'atteigne la bretelle d'autoroute. 3 berlines banalisées et 2 unités de patrouille marquées l'ont encerclé à l'échangeur de LI 135. Le conducteur a essayé de sauter le terre-plein central. Un officier l'a plaqué face contre l'asphalte avant qu'il ne fasse 10 mètres. À l'intérieur du véhicule, ils ont trouvé le téléphone jetable encore chaud de l'appel de Kimberly, une page Google Maps imprimée avec la supérette encerclée au marqueur rouge, et une enveloppe contenant $5000 en billets de 100, liés par un élastique, avec une note manuscrite, dernier avertissement. Pas d'erreur. Lorraine et moi sommes arrivés au poste juste après 2 heures du matin pour faire des dépositions officielles. Au lever du soleil, le chauffeur engagé avait déjà signé des aveux complets, contacté par ma belle-mère 2 jours plus tôt, chargé de me mettre la peur de Dieu au ventre et de s'assurer que j'abandonne toutes les charges. Il a même remis le fil de discussion original de Kimberly, détaillant exactement ce qu'il était censé dire. Le juge de permanence a révoqué sa caution à 3h17 du matin. Les agents en uniforme sont arrivés à la maison de North Woodlawn avant que les lampadaires ne s'éteignent. Pas d'avocat hors de prix cette fois. Kimberly a été traitée, vêtue d'une combinaison orange, et emmenée directement à la prison du comté de Sedgwick. Le procureur a ajouté la subornation de témoins, délit grave, et la menace criminelle aux charges existantes. Chaque compte joint qu'elle partageait avec mon père a été gelé à midi. Un privilège a été placé sur la propriété le même après-midi. Richard Carter s'est présenté au Starlight Motel 36 heures plus tard. Il avait l'air de n'avoir pas dormi depuis l'arrestation, chemise sortie du pantalon, yeux injectés de sang, mains tremblantes alors qu'il se tenait dans l'embrasure du hall. Le veilleur de nuit a sonné ma chambre. J'ai failli lui dire de renvoyer mon père. Au lieu de cela, je suis descendu. Il est tombé à genoux dès qu'il m'a vu, directement sur le tapis usé entre la machine à glaçons et les distributeurs automatiques. Ansley, s'il te plaît, a-t-il balbutié d'une voix rauque. Laisse tomber les charges. Kimberly et Colton, ils se sont emportés, mais il reste ta famille. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un soit blessé. Je voulais juste que nous restions tous ensemble comme avant. Je l'ai regardé de haut. Tu es resté silencieux le soir où elle m'a jeté dehors sans rien. Tu as lu la même copie du trust qu'elle. Tu les as laissés croire que si je disparaissais, l'argent te reviendrait. Je pensais qu'on pourrait arranger ça, a-t-il chuchoté, des larmes traçant des sillons à travers la barbe naissante sur ses joues. Je n'ai jamais cru qu'ils allaient vraiment. Tu ne les as jamais arrêtés non plus. Il a tendu la main vers la mienne. J'ai reculé d'un pas, vous avez tous lu un seul paragraphe de ce trust et avez construit tout votre plan autour, ai-je dit d'une voix plate. Vous aviez tort dès le premier jour, et maintenant, il est trop tard. La sécurité est apparue derrière lui. 2 agents en uniforme bon marché l'ont pris par les bras et l'ont relevé doucement. Il ne s'est pas débattu, répétant simplement mon nom alors qu'il le faisait sortir. J'ai regardé à travers les portes vitrées alors qu'il restait assis dans son pick-up pendant près d'une demi-heure, le front appuyé contre le volant, avant de finalement partir. Plusieurs mois plus tard, je me tenais devant la salle d'audience principale du tribunal du comté de Sedgwick, les mains dans les poches d'un nouveau manteau qui protégeait vraiment du vent du Kansas. À l'intérieur, la galerie était presque vide, juste quelques journalistes et Lorraine assises à côté de moi. Le juge a lu les verdicts sans élever la voix. Kimberly Brooks a écopé de 7 ans pour subornation de témoins,
Menaces criminelles et conspiration en vue de commettre un incendie criminel aggravé. Colton Brooks a pris 5 ans en détention pour mineur jusqu'à ses 21 ans, avec transfert automatique en prison pour adulte ensuite. La maison de North Woodlawn a été vendue aux enchères par le shérif en quelques semaines. Mon père a tout perdu, sauf le vieux pick-up qu'il conduisait encore pour aller à des petits boulots sans avenir, qui payait à peine le loyer d'un studio près de la rivière. J'ai utilisé une partie du trust pour installer Madame Evelyn Rose Harlan à Sunrise Meadows, le meilleur campus de vie assistée à l'extérieur de Wichita. Chambre privée avec de grandes fenêtres, des fleurs fraîches chaque semaine, 3 repas style restaurant par jour. La première fois qu'elle a marché dans le sentier du jardin avec de vraies chaussures au lieu de sacs en plastique enroulés autour de ses pieds, elle a pleuré si fort que l'infirmière a cru que quelque chose n'allait pas. Lorraine a emménagé dans la chambre d'amis de la petite maison que j'ai achetée sur South Hydraulic. Elle a quitté le restaurant et s'est inscrite à temps plein à la Wichita State University grâce à la bourse que j'ai créée en son nom, et nous avons peint les murs de couleurs vives qui ne rappelaient à aucune de nous ni les motels, ni les cellules de prison. Le dernier jour des témoignages, l'avocat du Trust de la First National est monté à la barre pour verser le document officiel au dossier. Il a lu la clause que mon grand-père avait discrètement ajoutée quand j'avais 16 ans, celle que Kimberly et mon père n'avaient jamais vue. Si Ansley Drew Barnes venait à mourir ou échouer autrement à accepter le capital du trust avant la date de signature désignée, le capital entier sera transféré irrévocablement au fonds de bourse d'études Harold Barnes pour les jeunes à risque du comté de Sedgwick. Aucune partie ne reviendra à Richard Carter ou à tout autre membre de la famille, en aucune circonstance. Le visage de Kimberly s'est effondré. Elle a fixé la page comme si elle avait tendu la main pour la gifler. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du bruit sourd du marteau du juge confirmant la pièce à conviction. Après le prononcé de la peine, les adjoints l'ont conduite devant moi, menottée et les fers aux pieds. Elle s'est arrêtée, les yeux fous. Cet argent était censé être à nous, a-t-elle sifflé à travers l'espace qui nous séparait. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Vous avez essayé de me tuer pour de l'argent qui ne vous était de toute façon pas destiné. Vous avez tout perdu à cause de l'avidité. C'est le prix à payer. Je suis sorti sous le soleil du Kansas sans me retourner. Parfois, la gentillesse vient d'inconnus quand la famille vous laisse tomber. Parfois, les personnes qui partagent votre sang sont celles qui vous blessent le plus. Mais la vraie famille, celle qui compte, c'est celle que vous choisissez, et celle qui vous choisit en retour. Madame Evelyn m'a appris ça avec 5 $ et un avertissement. Lorraine l'a prouvé chaque jour. Et j'ai appris qu'aucune somme d'argent ne vaut la peine de vendre son âme. Si vous regardez ceci et que quelqu'un dans votre vie vous a montré à quoi ressemble une vraie famille, même si ce n'était pas celle dans laquelle vous êtes né, écrivez votre ville dans les commentaires et dites-moi leur nom. Rappelons-nous les uns les autres que la gentillesse finit toujours par revenir, même quand tout le reste s'effondre. Because, like, I'm, you know what I mean? Okay, next one. We marked that one as a warm-up. Exactly what I was thinking. Dude, you're reading my mind. I hate English people. No offense to any English people. That's just what you get. So, okay. Woo! Okay, first ever hardcore Minecraft world. Let's go. I like this one better. I like this one better. This is feeling more like my vibe. This is feeling more like home. Except how the hell am I gonna get down? I'm just gonna jump into the water. Woo! Oh, doggy. Oh, lava. Holy crap. How long have I been on Twitch? I'm actually a newborn baby. I've been on Twitch for literally, I think, 2 weeks. Not even 2 weeks, and I'm still showing up. Oh my god. And people are like, why hasn't she given up already? I don't know. I'm just built different, maybe. Okay, this is a great start to this world. I'm feeling very peaceful. I'm feeling very, what is that? Oh, it's just grass. Okay. This is more cozy vibes that I was looking for. Take it all in, everyone. Imagine this was like how the world actually was.
You're the only person. No one else is around. You have to fend for yourself and kill animals just so you can survive with your own bare hands. And then at nighttime, scary monsters come out and try to kill you. Now that is cozy. This is the coziest game, I think. But genuinely think about that. Like, in a real world scenario, that where like Minecraft, like this is literally a post-apocalyptic game. No? Am I wrong? Like, oh crap! Okay, that looks scary. Don't kill myself, I'm too sexy. I would never, bro, I know I'm too sexy. Oh, the world would lose an angel if I was gone. But like, imagine you, like, wake up, you've been in, like, a coma or something, and look at this Minecraft hack. Oh, wait, it doesn't work. That's embarrassing. How did the pros do it? Wait, what am I doing? You wake up from a coma, you've been in a coma for 6 years. You wake up, the world is now turned into cubes. Oh my god. That's not even the scariest part. There is literally all civilization is gone. Everything that you once knew, forget about it. It's gone. You have to start punching trees with your bare fists so you can build your own house. And then nighttime comes around. Holy crap! There's zombies, there's skeletons and massive spiders trying to eat you, and then there's this secret freaking third, fourth, fifth option, this green thing, and you're like, oh, kind of cute. Hell no! It's gonna blow you up. It's gonna blow you up if it even sees your ugly ass face. Hell no! And I'd be like, okay, and wake me up from this horrible dream. You can't, bro, that's reality. That is Minecraft. Yeah, I'd be dead. Me too. I would... Holy crap. I would just lay down and I'd say, see ya, boys. But I wouldn't even be talking to anyone because everyone I knew was gone. And you don't know where they're gone. And there's no explanation as to what happened to the world. It just is. Awesome. Is this like the smallest swamp biome ever? Also, this is copper, right? Does this do anything? At all? Or is it just like there to bait you and make you think you actually have found something awesome, and then instead it's freaking copper?